Le 14 novembre 2012, à 7h42, le standard du SAMU d'Orléans reçoit un appel paniqué. Une voix masculine, haletante, répète qu'un patient a été retrouvé sans vie dans le cabinet d'un médecin de campagne à Meung-sur-Loire. Le témoin, un voisin, dit avoir vu la lumière allumée toute la nuit et la porte d'entrée entr'ouverte au petit matin. Quand les gendarmes franchissent le seuil, la scène les fige aussitôt. Au centre de la pièce, un homme d'une soixantaine d'années, vêtu d'une blouse blanche, gît sur le carrelage. Les murs sont tapissés de dossiers médicaux, d'ordonnances et d'anciens instruments, certains couverts de poussière, d'autres soigneusement rangés sur un plateau d'acier. L'odeur est âcre, mélange d'éther et de métal. Sur la table d'examen, un fauteuil orthopédique semble avoir été déplacé précipitamment. À ses pieds, des traces gao sombres, indéterminées. Les enquêteurs ne mettent pas longtemps à identifier le médecin. Le docteur Henri Lambert, 63 ans, praticien installé depuis plus de 30 ans dans cette bourgade tranquille du Loiret. Très vite, pourtant, une autre évidence s'impose. Ce n'est pas lui, la victime. C'est lui, le principal suspect. Dans la petite pièce attenante, les gendarmes découvrent un second corps, celui d'un patient. L'homme, un certain Raymond Besson, retraité de la SNCF, est assis sur une chaise torse nu, relié à un appareil de stimulation électrique artisanale. Les électrodes ont laissé des marques profondes sur sa peau. Son visage, crispé, semble figé dans une expression de terreur. Aucun signe de lutte, mais tout indique une scène de souffrance méthodique. Le médecin, lui, a tenté de mettre fin à ses jours. Une injection massive de barbiturique dans le bras gauche, un flacon vide à proximité. Lorsque les secours arrivent, il respire encore faiblement. Transporté d'urgence à l'hôpital d'Orléans-la-Source, il est plongé dans le coma. La nouvelle fait l'effet d'une onde de choc. Un médecin respecté, figure locale, connu pour son dévouement, aurait torturé un patient avant d'essayer de se suicider. Les habitants n'y croient pas à Montchesi. « Ce n'est pas possible, docteur Lambert. Il soignait tout le monde ici », confie une voisine, la voix tremblante, à la caméra d'une chaîne régionale. Dans ce village bordé par la Loire, où tout le monde se connaît, on parle de malentendus, d'erreurs, voire d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais les premiers éléments contredisent ces hypothèses. Dans la cave du cabinet, les gendarmes mettent la main sur plusieurs caisses contenant des instruments médicaux anciens, pinces chirurgicales, scalpels, sondes, fixateurs, tous méticuleusement nettoyés. À côté, un carnet noir rempli de notes codées. Certaines pages comportent des prénoms, des dates et des descriptions anatomiques détaillées. Les experts médico-légaux découvrent que plusieurs patients, suivis par Lambert au cours des années précédentes, s'étaient plaints de douleurs persistantes et d'expériences médicales étranges dont ils ne comprenaient pas la finalité. L'enquête prend alors une tournure vertigineuse. Était-ce un acte isolé ou la révélation tardive d'un passé bien plus sombre ? Le procureur d'Orléans ordonne une fouille exhaustive du domicile du médecin. À Chaingy, dans une grande maison cossue surplombant la rivière, les enquêteurs découvrent un sous-sol réaménagé. À première vue, rien d'anormal, des étagères, des cartons, quelques appareils médicaux désuets, mais derrière un panneau dissimulé, un local clos, équipé d'un brancard, d'un éclairage chirurgical et d'une caméra montée sur trépied. L'équipe de la police scientifique, silencieuse, comprend immédiatement qu'elle vient de franchir un seuil. Sur le disque dur retrouvé à proximité, plusieurs vidéos sont récupérées. Les images montrent des séances de traitement menées par Lambert sur différents patients. Aucune ne laisse entrevoir de finalité médicale claire. Les visages sont floutés par la qualité médiocre des enregistrements. Mais les gémissements, eux, sont audibles. Lorsque les premières images sont analysées, les enquêteurs comprennent qu'ils ont affaire à un cas hors norme. Lambert semble avoir mené, durant des années, des expérimentations sur des patients consentants, au moins au départ. La frontière entre soins et torture devient floue, insaisissable. Certains enregistrements montrent des procédures douloureuses pratiquées sous anesthésie légère, parfois sans aucune. On y entend la voix du médecin calme, presque douce, décrivant les étapes comme s'il dictait une observation clinique. À l'hôpital, les médecins tentent de maintenir Lambert en vie pour qu'il puisse être entendu. Dans les couloirs, la tension est palpable. Les journalistes affluent, les habitants se taisent. Le docteur Lambert, entre la vie et la mort, détient peut-être la clé d'un secret qui dépasse son propre cabinet. Dans le silence du service de réanimation, un gendarme en civil attend devant la porte de sa chambre, jour et nuit. Dehors, la presse a installé ses caméras. On parle déjà du médecin de Meung-sur-Loire. Mais au fond, personne ne sait encore ce qu'ils vont découvrir. Et quand, au 3e jour, Henri Lambert ouvre enfin les yeux, son premier mot glace le sang de l'infirmière. « Il faut les retrouver ». La phrase, chuchotée d'une voix rauque, déclenche une nouvelle série de vérifications. Qui ils ? Les patients ? Les complices ? Les victimes ?
Les enquêteurs se préparent alors à exhumer les secrets d'un praticien que tout le monde croyait irréprochable. Et ce qu'ils s'apprêtent à découvrir dépassera tout ce que la petite ville du Loiret pouvait imaginer. Avant le drame, Henri Lambert incarnait à lui seul l'image du médecin de campagne à l'ancienne, respecté, affable, toujours disponible. Né en 1949 à Orléans, il avait grandi dans une famille modeste. Père facteur, mère institutrice. Dès son adolescence, il se passionne pour la biologie et les sciences médicales. Il voulait comprendre comment tout fonctionne à l'intérieur du corps humain, racontera plus tard un de ses camarades de lycée. Brillant élève, il intègre la faculté de médecine de Tours au début des années 1970. Ses professeurs se souviennent d'un étudiant méticuleux, presque obsessionnel, qui passait des nuits entières à réviser l'anatomie humaine. Certains parlent déjà d'un perfectionniste inquiétant, trop à cheval sur les détails. En 1977, il soutient sa thèse sur les traitements expérimentaux de la douleur chronique, un sujet novateur pour l'époque, à la croisée de la neurologie et de la psychologie comportementale. Il s'y intéresse d'abord avec une curiosité scientifique sincère. Mais selon plusieurs confrères, sa fascination pour la souffrance humaine allait progressivement dépasser le cadre académique. À la fin des années 1980, après quelques années en hôpital, il s'installe à Meung-sur-Loire, un bourg paisible de 6000 habitants bordé par la Loire et les champs de colza. Là-bas, il devient rapidement le médecin de famille de plusieurs générations. Son cabinet, une petite bâtisse au volet bleu, se situe sur la rue principale, à 2 pas de la boulangerie et de la mairie. Chaque matin, une file de patients se forme devant la porte. Des agriculteurs, des retraités, des enfants enrhumés, tous viennent chercher conseil auprès du docteur Lambert. Ses consultations sont longues, parfois trop longues, mais il prend le temps d'écouter. Les habitants apprécient de sa discrétion, sa voix douce, son regard clair derrière ses lunettes à monture dorée. À première vue, rien ne distingue Henri Lambert d'un médecin de campagne ordinaire. Pourtant, dans son comportement, certains détails intriguent. Il reçoit rarement ses confrères, refuse presque toujours de participer aux réunions du conseil de l'ordre local. Lorsqu'un jeune praticien s'installe dans la commune voisine, Lambert décline l'invitation à collaborer. Il disait préférer travailler seul pour rester concentré sur ses patients, se souviendra ce collègue. Dans sa maison de Chaingy, à 10 minutes du cabinet, Lambert vit seul depuis son divorce. Son ex-femme, Anne, l'a quitté en 1996, évoquant un mari distant, obsédé par son travail. Aucun enfant, aucun animal, très peu d'amis. Son univers semble se résumer à 2 lieux, son cabinet et son domicile. Le soir, la lumière de son bureau restait souvent allumée jusqu'à une heure avancée. Certains voisins affirment l'avoir vu descendre régulièrement dans son sous-sol, parfois avec des sacs qu'il transportait discrètement. À l'époque, personne ne s'en inquiétait. Dans les années 2000, la réputation du médecin reste excellente. Les patients vendent avec son sérieux, sa disponibilité. Mais quelques-uns commencent à raconter des expériences étranges. Une patiente âgée évoque des séances de stimulation nerveuse qui lui auraient provoqué des brûlures. Une autre parle d'examens interminables, comme si le docteur voulait voir jusqu'où j'avais mal. Ces témoignages isolés, souvent jugés confus ou exagérés, ne donnent lieu à aucune plainte. Dans un village où tout le monde se connaît, contester la parole du médecin paraît impensable. Lambert, lui, tient des dossiers méticuleux sur chacun de ses patients. Des classeurs entiers, rangés par année, contiennent des annotations d'une précision dérangeante. Réaction à la douleur, seuil de tolérance, notation comportementale. Selon les enquêteurs, certaines fiches ressemblent plus à des rapports de laboratoire qu'à des comptes rendus médicaux. Mais en surface, tout semble continuer normalement. Lambert participe à la vie locale, soigne gratuitement les plus démunis, offre des consultations aux associations caritatives. Cette générosité contribue à forger autour de lui une image quasi irréprochable. Lorsqu'il traverse la place du village, les gens le saluent avec respect. « Bonjour docteur » lance-t-on depuis la terrasse du café. Il répond d'un signe de tête discret, presque timide. Et pourtant, derrière cette façade tranquille, un autre homme se dessine. Un voisin se souvient de bruits étranges la nuit, de sons métalliques qui résonnaient depuis la cave de la maison de Chaingy. On aurait dit des outils ou des appareils électriques, dira-t-il plus tard aux enquêteurs. Une autre voisine raconte avoir aperçu un jour Lambert nettoyer sa voiture avec insistance, un liquide brunâtre s'écoulant de la malle arrière. Mais rien ne vient troubler la confiance collective. Jusqu'à cette nuit de novembre 2012 où tout s'effondre. Car après la découverte du corps de Raymond Besson, les gendarmes s'interrogent pourquoi cet homme, sans lien particulier avec le médecin, se trouvait-il au cabinet à une heure aussi tardive. Les premières analyses toxicologiques révèlent la présence de substances anesthésiantes inhabituelles dans son sang. Un mélange de kétamine et de lidocaïne à des doses incohérentes pour un simple traitement de la douleur. À mesure que les résultats d'expertise tombent, une image plus inquiétante se dessine.
Lambert aurait pratiqué sur son patient une séance expérimentale non déclarée visant à moduler la perception de la douleur, un protocole qu'il mentionnait déjà dans ses notes universitaires 40 ans plus tôt. Dans son carnet noir, retrouvé au sous-sol, une phrase revient souvent. La frontière entre soins et exploration n'existe que pour ceux qui ont peur de comprendre. Les enquêteurs, troublés, commencent à s'interroger sur le véritable mobile. Était-ce une dérive scientifique, une obsession clinique devenue folie, ou un besoin plus sombre, plus intime, celui d'observer la souffrance? L'affaire prend alors une ampleur nationale. La presse s'empare du mystère Lambert. Les unes des journaux titrent « Le médecin du Loiret, entre science et cruauté, un praticien hors du contrôle de la raison ». Mais au milieu du tumulte médiatique, une autre question s'impose. Et si Raymond Besson n'était pas la seule victime? À Orléans, le procureur ordonne la réouverture de dossiers médicaux anciens. On y découvre des décès jugés naturels à l'époque, mais dont les circonstances apparaissent désormais suspectes. Des patients morts après des consultations prolongées, d'autres victimes de malaises inexplicables. Petit à petit, la figure rassurante du médecin dévoué s'effrite. Pour les habitants du Loiret, c'est un choc absolu. Comment un homme qu'ils voyaient chaque semaine au marché, un médecin qui avait soigné leurs enfants, pouvait-il cacher une telle part d'ombre? Et tandis que le docteur Lambert émerge lentement de son coma dans une chambre étroitement surveillée, les enquêteurs s'apprêtent à l'interroger. Mais avant même qu'ils puissent lui poser la moindre question, un nouveau détail découvert au sous-sol de sa maison va tout bouleverser et donner à l'affaire une dimension plus vaste encore. Raymond Besson, 68 ans, était un homme ordinaire. Un retraité tranquille, apprécié dans son quartier, passionné de pêche et de mécanique. Né à Blois, il avait travaillé toute sa vie à la SNCF, d'abord comme conducteur de train, puis comme formateur technique avant sa retraite. Depuis le décès de sa femme, 3 ans plus tôt, il vivait seul dans une petite maison à Baule, à quelques kilomètres de Meung-sur-Loire. Ses journées étaient rythmées par la même routine. Café au bar du coin, promenade le long de la Loire, quelques parties de cartes avec des amis au club local. Rien dans sa vie ne laissait présager qu'il finirait au centre d'un des faits divers les plus troublants que la région ait connus. Selon les enquêteurs, Raymond souffrait depuis plusieurs années de douleurs chroniques aux jambes, séquelles d'une ancienne opération. Son médecin traitant habituel lui avait recommandé de consulter un spécialiste de la douleur. C'est ainsi qu'il aurait été orienté vers le docteur Lambert, connu pour son approche alternative et ses traitements personnalisés. Les premiers rendez-vous s'étaient de bien passés, Lambert se montrait attentif, posait des questions précises, prenait des notes détaillées, Raymond reconnaissant parler même d'un docteur différent des autres. Dans un message retrouvé sur son téléphone, envoyé à un ami, une semaine avant le drame, il écrivait « Ce médecin, il cherche vraiment à comprendre la douleur. Je crois qu'il va m'aider. Mais à mesure que les séances avançaient, quelque chose change. » Selon les relevés de rendez-vous retrouvés dans le logiciel médical du cabinet, Lambert avait prolongé les durées de consultation de Raymond au-delà de toute norme. Certaines séances duraient plus de 2 heures. Les gendarmes découvrent aussi des ordonnances non transmises à la pharmacie contenant des produits anesthésiants réservés à l'usage hospitalier. Comment un médecin de campagne avait-il pu se procurer ces substances? Un voisin de Raymond se souvient. Il m'avait dit que le docteur testait un nouveau traitement avec des fils électriques, mais qu'il n'avait pas trop compris comment ça marchait. Il disait que c'était un peu douloureux, mais que c'était normal au début. Ce détail correspond au dispositif retrouvé sur les lieux du drame. Peu à peu, les enquêteurs réalisent bien que Lambert n'avait pas choisi Raymond par hasard. Dans son carnet, son nom apparaît à plusieurs reprises, accompagné de chiffres et de schémas anatomiques précis. Les experts y voient la trace d'une observation méthodique, presque clinique, de la douleur. Mais Raymond n'était pas le seul patient à figurer dans ces carnets. D'autres noms reviennent. Des femmes âgées, des hommes seuls, des patients souffrant de douleurs diffuses ou de troubles nerveux. Tous avaient un point commun. Ils faisaient confiance au docteur Lambert. Un ancien patient, contacté par les enquêteurs, raconte « Il disait que la douleur, c'était comme un langage et qu'il fallait l'écouter jusqu'au bout pour la faire taire. Moi, j'ai arrêté d'y aller quand j'ai compris qu'il notait mes réactions à chaque geste, comme si j'étais un cobaye. Pendant ce temps, à l'hôpital d'Orléans, le médecin reprend lentement connaissance. Il est encore faible, sous surveillance constante, incapable de marcher. Les enquêteurs obtiennent enfin l'autorisation médicale pour l'interroger, mais Lambert reste étrangement calme. Il répond d'une voix posée, presque clinique, comme s'il analysait un cas extérieur à lui-même. À la question du capitaine de gendarmerie « Pourquoi ces appareils? Pourquoi ces notes ?» Il répond simplement « Pour comprendre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est d'avoir mal tous les jours. Ces gens voulaient c'est qu'on les soulage. Moi, j'ai essayé de mesurer la souffrance pour mieux la vaincre. » Ces propos sèment le trouble. Est-il un chercheur dévoyé ou un manipulateur dangereux?
Les psychologues mandatés pour son expertise psychiatrique décrivent un homme d'une intelligence rare, mais dénué d'empathie, un esprit méthodique persuadé d'agir pour une cause supérieure. L'un d'eux écrira dans son rapport « Henri Lambert se voit comme un explorateur de la douleur, non comme un bourreau. Il rationalise la souffrance pour lui donner un sens scientifique. » Dans le village, les réactions oscillent ainsi entre la sidération et le déni. Certains refusent au sein de croire à sa culpabilité. « Pas lui ! Il a sauvé ma mère !» s'indigne une habitante. D'autres, en revanche, se remémorent des attitudes dérangeantes, des silences prolongés, des regards insistants pendant les examens, des gestes inhabituels. Une ancienne patiente raconte à la presse régionale « Il voulait toujours tester la sensibilité. Me piquer, me stimuler avec des fils électriques. Il disait que c'était pour observer la réaction du nerf. Je ne me suis jamais plainte, c'était le docteur, on faisait confiance. » Pour les enquêteurs, le portrait du praticien se précise. Un homme obsédé par la douleur, fasciné par le seuil de résistance humaine. Les analyses informatiques révèlent sur son ordinateur personnel des centaines de documents relatifs à des études neurologiques, mais aussi des textes ésotériques sur la purification par la souffrance. Une correspondance avec un ancien confrère, datée de 2009, attire particulièrement l'attention. Il faut aller au-delà du patient, au-delà du corps. Ce que nous appelons douleur n'est qu'un seuil à franchir. Certains y trouvent la délivrance. Ces phrases dérangent, surtout quand on les met en perspective avec les vidéos découvertes dans sa cave. Sur plusieurs d'entre elles, on distingue des visages d'hommes et de femmes filmés en pleine séance. Aucun cri, seulement des gémissements étouffés. Le médecin, hors champ, donne des instructions d'une voix calme. Respirez, concentrez-vous, dites-moi quand la douleur devient lumière. Les enquêteurs peinent à croire ce qu'ils entendent. Tout indique qu'il s'agissait de sessions planifiées, minutieusement documentées. Mais ce qui choque le plus, c'est la découverte d'un tiroir contenant des objets personnels appartenant à plusieurs patients. Montres, bijoux, lettres, photos. Des souvenirs conservés sans raison apparente. Le procureur ordonne alors des comparaisons ADN sur les traces retrouvées dans la cave. Certaines correspondent à des personnes décédées depuis plusieurs années. D'autres à des patients encore vivants, mais disparus des registres médicaux depuis longtemps. Quand ces résultats sont rendus publics, la stupeur devient collective. L'affaire dépasse désormais le cadre d'un simple crime isolé. On parle d'un possible système, d'une pratique expérimentale secrète menée pendant des années dans un silence absolu. Pour comprendre comment un tel secret a pu durer si longtemps, les enquêteurs vont devoir reconstituer pas à pas la vie du médecin, son cercle intime, ses liens professionnels et les failles institutionnelles qui lui ont permis d'agir sans contrôle. Car derrière la figure du praticien respecté, c'est tout un environnement médical et administratif qui semble avoir fermé les yeux. Et tandis que le docteur Lambert reste enfermé dans sa chambre d'hôpital, sous protection policière, un nouveau témoignage vient tout bouleverser, celui d'une ancienne infirmière qui affirme avoir travaillé avec lui pendant quelques mois, bien avant le drame. Ces révélations vont offrir aux enquêteurs la première fissure dans le mur de silence qui entourait Henri Lambert, et lever un coin du voile sur ce qu'il appelait, lui-même, la science du seuil. Pendant des années, personne n'avait rien vu venir. Henri Lambert semblait inattaquable, protégé par la confiance aveugle que lui accordait toute une communauté. Mais à mesure que les enquêteurs replongent dans ces anciens dossiers, une chronologie inquiétante se dessine. Des anomalies médicales, des prescriptions incohérentes, des décès passés sous silence. Petit à petit, le vernis du médecin modèle se craquelle. Le premier signal vient d'une ancienne infirmière, Élise Martel, aujourd'hui installée à Nantes. Elle travaillait dans le cabinet de Lambert entre 2005 et 2007. Lors de son audition, elle raconte, les yeux baissés, il notait tout. La température, la réaction à la douleur, le rythme respiratoire, mais pas pour tous les patients. Seulement pour certains, ceux qu'il appelait les cas sensibles. Elle se souvient d'appareils étranges installés dans la salle d'examen, d'une table d'auscultation équipée de fixations métalliques comme dans les blocs opératoires. À l'époque, elle n'avait pas osé poser de questions. Il disait que c'était pour les séances de rééducation. Mais un jour, j'ai surpris un homme sortir de la salle, livide, tremblant. Quand je lui ai demandé s'il allait bien, il m'a répondu qu'il préférait ne pas en parler. Ces témoignages, longtemps considérés comme anecdotiques, prennent aujourd'hui un relief sinistre. D'autres anciens collaborateurs du médecin, restés anonymes, confirment avoir constaté des pratiques particulières, des injections sans motif clair, des tests électriques sur la peau, des prélèvements sanguins non justifiés. Les gendarmes découvrent aussi plusieurs lettres de patients adressées au cabinet, jamais envoyées à l'ordre des médecins. Dans l'une d'elles, une femme raconte « J'ai ressenti une douleur insoutenable, mais il m'a dit que c'était la condition pour guérir. J'ai cru que c'était normal. » Cette phrase, rétrospectivement, glace le sang. À cette époque, pourtant, rien n'avait été signalé officiellement. Le docteur Lambert inspirait trop de respect pour être remis en cause.
Peu à peu, le profil du praticien se transforme sous les yeux des enquêteurs. Ses notes personnelles, retrouvées dans la cave, révélant une obsession presque mystique pour la douleur. Il y consigne des observations froides, méthodiques, mais aussi des réflexions troublantes. Le corps réagit par la peur, mais l'esprit se libère quand la peur cède. Certains patients atteignent le seuil, d'autres non. Les plus courageux s'y abandonnent. L'analyse de ces carnets permet de remonter à une vingtaine de noms de patients suivis entre 2001 et 2011. Parmi eux, plusieurs sont décédés de causes dites naturelles. Embolie, arrêt cardiaque, complications post-opératoires. Mais pour les médecins légistes, certains certificats de décès rédigés par Lambert comportent des incohérences flagrantes. Une date raturée ici, un horaire imprécis là. Un détail attire particulièrement l'attention. Dans 4 cas différents, le décès aurait été constaté sur place, sans que personne d'autre n'ait vu le corps. Ces anomalies amènent la brigade criminelle à réexaminer les registres d'autopsie du Loiret. Plusieurs corps n'avaient jamais été autopsiés. Les familles, faisant confiance à leurs médecins, n'avaient rien demandé. Une décision lourde de conséquences. Pendant ce temps, dans le petit village de Meung-sur-Loire, la rumeur s'installe. Les habitants évitent de prononcer le nom de Lambert. Devant le cabinet désormais scellé, les fleurs fanent lentement, laissées par d'anciens patients bouleversés. C'est comme si on découvrait qu'un membre de la famille avait trahi tout le monde, confie un commerçant au micro d'un journaliste local. Mais au-delà de la stupeur collective, les enquêteurs doivent encore comprendre pourquoi Lambert a franchi cette ligne. Une piste émerge lorsque l'expert en informatique judiciaire analyse les disques durs retrouvés chez lui. Parmi des centaines de fichiers médicaux, certains sont protégés par des mots de passe. Après plusieurs jours de décryptage, l'équipe accède à un dossier intitulé « Projet S ». À l'intérieur, des schémas détaillés du système nerveux, des calculs de résistance électrique et des commentaires pseudo-scientifiques. L'un d'eux dit « L'expérience sensorielle totale requiert la confiance absolue du patient. L'état de peur, s'il est bien dosé, permet une observation pure. » Les enquêteurs comprennent alors qu'ils ne sont plus seulement face à un médecin en dérive, mais face à quelqu'un qui, depuis des années, concevait la douleur comme un instrument d'étude, un terrain d'expérimentation humaine clandestin. Parallèlement, plusieurs familles de patients décédés décident de se manifester. Parmi elles, celle de Jeanne Roussel, une veuve de 72 ans morte en 2009. Sa philo se souvient d'une consultation anormalement longue. Maman m'avait appelé après son rendez-vous. Elle m'avait dit qu'il l'avait attachée pour éviter les spasmes, qu'il lui avait fait passer un test avec des électrodes, soi-disant pour calmer la douleur. Elle n'avait jamais voulu y retourner. 6 mois après, elle était morte d'un arrêt cardiaque. Ces témoignages, ajoutés aux anomalies des dossiers médicaux, donnent à l'enquête une dimension de série. Le parquet d'Orléans ordonne la réouverture officielle de 3 enquêtes classées. Les experts médico-légaux, exhumant les premiers corps, confirment des traces compatibles avec des stimulations électriques sur les nerfs périphériques. Rien de mortel en soi, mais suffisant pour provoquer un choc chez des patients fragiles. Lambert, selon toute vraisemblance, aurait provoqué la mort sans intention explicite, mais avec une absence totale d'empathie et de discernement. Quand la presse découvre ces éléments, le récit public bascule. Les journaux qui parlèrent d'un médecin incompris évoquent bien désormais un praticien fou, le docteur de la douleur. Mais dans les bureaux du SRPJ d'Orléans, personne ne se satisfait d'une explication psychologique simpliste. Un enquêteur résume « On a l'impression qu'il ne faisait pas ça pour le plaisir. C'était une quête, une forme de croyance. » Cette idée se renforce quand les gendarmes découvrent, dans un tiroir de son bureau, un vieux livre d'anatomie annoté à la main. Sur la couverture, il a écrit au feutre rouge « Le Seuil ». Entre les pages, des citations philosophiques sur la douleur, la perception, la transcendance. Certaines phrases sont soulignées avec rage. Comprendre la douleur, c'est dominer la peur. Il faut observer jusqu'à la limite, là où le corps cède et où l'esprit se détache. Pour les enquêteurs, tout prend sens. Lambert ne cherchait pas à guérir, il cherchait à observer, à saisir ce moment précis où la douleur change de nature, où le corps bascule. Un concept qu'il semblait poursuivre depuis des décennies, comme une obsession scientifique devenue dévotion intime. Mais la découverte la plus troublante reste à venir. Lors de la fouille approfondie du jardin de sa maison à Chaingy, les techniciens repèrent une zone récemment remuée près d'un vieux cerisier. Sous une bâche plastique, ils trouvent plusieurs boîtes métalliques hermétiquement fermées. À l'intérieur, des disques durs, des cassettes mini-DV et un cahier soigneusement emballé dans un tissu imbibé d'alcool. Ce carnet, daté de 1998 à 2003, contient des noms
dont certains n'apparaissent dans aucun dossier officiel. Des personnes introuvables jamais déclarées comme patients. Les enquêteurs comprennent qu'ils viennent de franchir un seuil dans l'horreur, car ces noms, s'ils correspondent à des individus réels, pourraient si bien révéler les premières expérimentations du médecin bien avant Raymond Besson. Et pour la première fois, une hypothèse effrayante se dessine. Le drame du cabinet n'aurait pas été un dérapage, mais la suite logique d'une série commencée plus de 10 ans plus tôt. À partir des années 2000, quelque chose change chez le docteur Lambert. Ceux qui le connaissaient bien disent qu'il devient plus silencieux, plus distant, comme absorbé par une idée qu'il ne partage plus avec personne. Il continue de soigner, de saluer poliment au marché, d'écrire ses ordonnances à la main comme avant, mais son regard n'est plus le même. Il fixait les gens d'une manière étrange, comme s'il les observait de l'intérieur, dira un patient. Derrière la façade du médecin appliqué, Lambert glisse peu à peu dans une zone grise où la science côtoie l'obsession. Ses carnets personnels, désormais entre les mains des enquêteurs, tracent d'une évolution inquiétante. Dans les premières années, ces notes restent strictement médicales, dosage, diagnostic, observation physiologique. Puis, vers 2003, apparaissent des phrases qui relèvent plus de la philosophie que de la médecine. La douleur est un seuil entre l'homme et lui-même. Soigner n'est pas supprimer la douleur, mais la comprendre. L'éthique freine la connaissance. C'est à cette période qu'il commence à aménager la cave de sa maison à Chaingy. À l'origine, selon ses proches, c'était un simple atelier de bricolage. Mais peu à peu, il y installe des tables, des lampes chirurgicales, des appareils de mesure électrique. Un ancien électricien, interrogé plus tard, se souvient d'avoir remplacé le système de câblage à la demande du médecin. Il voulait une alimentation indépendante, comme dans un bloc opératoire. Il disait que c'était pour des expériences sur des prothèses médicales. Rien d'anormal sur le moment. Les premières vidéos retrouvées dans cette cave datent précisément de cette époque. Des séquences de quelques minutes, granuleuses, filmées sur un trépied fixe. On y voit Lambert manipuler des instruments, ajuster des électrodes, parler calmement à un patient assis, rien d'ouvertement violent mais quelque chose d'étrange dans le ton, dans la précision clinique de ses gestes. Les victimes semblent souvent consentantes, du moins au début. Certaines sourient, d'autres paraissent anxieuses. Il les rassure, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un test. Si la douleur monte, je vous arrête. Mais il ne les arrête pas toujours. À cette époque, Lambert commence à isoler certains de ses patients. Il les reçoit en dehors des horaires officiels, le soir ou le dimanche. Il prétexte des expérimentations thérapeutiques sur la douleur chronique. Pour donner un vernis scientifique à ses pratiques, il évoque ses anciennes recherches universitaires et sa collaboration informelle avec un laboratoire de Tours, collaboration que le laboratoire démentira plus tard. Selon les registres, plusieurs de ses patients étaient des personnes vulnérables. Veufs, retraités, malades chroniques, tous à la recherche d'un soulagement que la médecine classique ne leur offrait plus. Lambert savait choisir ses sujets. Il leur parlait doucement, les valorisait, leur faisait croire qu'ils participaient à une avancée médicale. « Vous êtes courageux. Grâce à vous, on va faire progresser la médecine », répétait-il. Cette rhétorique de confiance était sa plus grande arme. Les patients entraient dans le cabinet avec de l'espoir. Ils en ressortèrent parfois marqués à vie. Certains avaient tenté de s'en plaindre, mais sans preuve, leurs témoignages avaient peu de poids. D'autant plus que Lambert rédigeait toujours des comptes rendus irréprochables, appuyés sur des données précises et des formulations maîtrisées. Officiellement, rien n'indiquait une faute. En 2008, une patiente, Sophie Delmas, 42 ans, porte plainte pour acte médical non consenti. Elle accuse Lambert de lui avoir administré un produit expérimental sans explication. Mais le dossier est classé sans suite. Aucune preuve tangible, aucune blessure durable. Dans sa déposition, elle décrit pourtant un épisode glaçant. Il disait qu'il voulait observer le moment exact où la douleur devient lumière. À l'époque, personne ne prend cette phrase au sérieux, mais elle réapparaît presque mot pour mot dans les vidéos saisies par la police. C'est aussi cette année-là que Lambert cesse d'assister aux réunions de la mairie ou aux rencontres médicales du Loiret. Il s'isole complètement, ne répond plus aux invitations de ses confrères. Sa seule compagnie, bien selon ses voisins, semble être la radio qu'il laisse allumer en permanence et le bourdonnement des machines qu'on entend parfois depuis le jardin. La nuit, des lumières bleutées filtrent par les soupiraux de sa cave. Un voisin dira « On pensait qu'il bricolait, qu'il réparait du matériel. On ne pouvait pas imaginer ce qui se passait en dessous. » À mesure qu'il s'enfonce dans cette obsession, Lambert développe une méthode. Dans ses notes, il la nomme processus S, pour seuil. Le protocole se déroule toujours de la même manière. Anesthésie légère, stimulation électrique croissante, observation des réactions musculaires, puis notation sur une échelle qu'il a lui-même inventée. Une échelle sans unité, où les chiffres ne correspondent à rien de connu. Ses écrits deviennent de plus en plus déroutants, l'être humain ne connaît la paix que dans la douleur absolue.
Certains corps refusant le seuil, d'autres s'y abandonnent avec grâce. Les psychiatres, appelés à analyser ces textes, parleront d'un délire structuré, une construction mentale cohérente, mais totalement déconnectée du réel. Lambert se voyait comme un pionnier incompris, persuadé que ces méthodes ouvriraient la voie à une nouvelle médecine de la perception. Dans ses carnets, les succès sont notés d'une simple croix rouge, les échecs d'un point de noir. Plusieurs croix rouges correspondent à des patients décédés dans les semaines suivant leur consultation. En 2010, un événement interne aurait pu tout arrêter. Une contrôleuse de la caisse d'assurance maladie remarque des anomalies dans ses facturations. Des actes doublés, des horaires incohérents, des prescriptions hors nomenclature. Elle envoie un courrier d'avertissement. Lambert répond, courtois, expliquant des erreurs de saisie. L'affaire s'éteint. Personne ne vérifie les dossiers médicaux derrière les chiffres. À partir de là, plus rien ne semble l'arrêter. Il devient à la fois médecin, expérimentateur et juge de sa propre morale. Dans ses dernières notes, datées de 2012, quelques 2 jours avant le drame, il écrit « Le seuil est proche. Ce patient comprend. Il n'a plus peur. » Ce patient, c'était Raymond Besson, le dernier de la liste. Celui qui, sans le savoir, allait faire s'effondrer tout le monde construit de Lambert et révéler ce que la science ne peut justifier. Les experts en criminologie décriront plus tard cette période comme « l'escalade silencieuse ». Pas de folie subite, pas de rage meurtrière, juste une dérive lente, froide, intellectualisée. Chaque acte précédent préparait le suivant. Chaque expérience repoussait un peu plus la frontière de l'interdit. Lambert ne se percevait pas comme un criminel, mais comme un explorateur du corps humain. Pourtant, dans le regard de ses victimes, les enquêteurs voient autre chose. La peur, la confiance trahie, et cette incompréhension ultime. Comment un homme qui devait les soigner a pu choisir de leur infliger la souffrance comme méthode. Et lorsque le parquet d'Orléans décide de rouvrir officiellement les dossiers médicaux des 10 dernières années, les enquêteurs savent qu'ils ne sont qu'au début. Car au-delà de Raymond Besson, au-delà du Loiret, une question plus dérangeante se pose. Jusqu'où Henri Lambert avait-il poussé ses recherches et combien de ses patients en portaient encore les traces? La nuit du 12 novembre 2012 tombe tôt sur Meung-sur-Loire. Un vent froid traverse la vallée, soulevant les feuilles humides le long de la rue des Tilleuls, là où se dresse le petit cabinet du docteur Henri Lambert. Dehors, tout semble ordinaire. Les lampadaires diffusent une lumière jaune sur les façades endormies. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose se prépare. Vers 21h15, Raymond Besson arrive à son rendez-vous. Il a insisté pour venir tard, comme le médecin le lui a proposé. Son dernier message, retrouvé sur son téléphone, dit simplement « Dernière séance ». Après ça, il dit que ça ira mieux. Le voisin d'en face, un certain monsieur Dupuis, se souvient d'avoir aperçu la voiture de Raymond garée devant le cabinet. La lumière du cabinet était déjà allumée. Je l'ai vu entrer. Après, plus rien. Selon l'enquête, le docteur Lambert avait tout préparé à l'avance. Les stores tirés, la salle rangée, les appareils alignés sur le chariot d'acier. Sur la table d'examen, un carnet ouvert, un stylo et une seringue pré-remplie. Sur un enregistreur dictaphone retrouvé plus tard, on entend sa voix, calme, professionnelle. Séance numéro 27. Sujet Besson, Raymond. Expérience du seuil. Phase finale, début à 21h30, puis le clic d'un interrupteur et un silence. Les experts en audio ont reconstitué partiellement la bande. On y distingue des bruits d'appareils électriques, un souffle court, des pas, puis une voix tremblante, celle de Raymond. « C'est trop fort, docteur !» Lambert répond posément « Respirez, vous touchez le seuil, encore un peu ». Les minutes suivantes désignent sont floues, mais on perçoit plusieurs chocs électriques, suivis d'un cri bref. Puis plus rien, sinon le bruit du stylo sur le papier. Selon les horodatages, la bande s'arrête à 22h02. Ce que les enquêteurs trouvent sur place, quelques heures plus tard, confirme l'irréversible. Le corps de Raymond Besson, encore attaché, et le docteur Lambert effondré au sol, une seringue vide à côté de lui. Dans son sang, les toxicologues retrouveront une dose massive de barbiturique suffisante pour provoquer un coma profond. Mais il a survécu, par hasard ou par une ironie cruelle du destin. Les reconstitutions permettront de comprendre le déroulement exact de la soirée. Raymond était arrivé avec confiance. Lambert, fidèle à son rituel, lui avait parlé calmement, l'avait installé, branché les électrodes, noté les premiers résultats. Mais quelque chose a basculé dans le protocole. Les appareils, d'ordinaire, réglés sur des intensités faibles, ont cette fois été poussés à leur maximum. Les électrodes, mal positionnées, ont provoqué un choc direct sur le système nerveux périphérique. L'arrêt cardiaque a été presque immédiat. Les experts diront plus tard que Raymond n'a probablement pas souffert longtemps. Mais pour Lambert, cette séance était censée être la dernière étape, celle où, selon ses notes, le patient dépasse la douleur et accède à la libération totale. Quand il réalise la mort de son sujet, le médecin aurait tenté d'effacer ses traces, puis se serait injecté la dose létale.
Mais avant de perdre connaissance, Birsian, il écrit quelques mots retrouvés sur une feuille posée près de la table. Le seuil est atteint, qu'on me pardonne, au matin c'est le silence qui alerte. Le voisin, remarquant la lumière restée allumée toute la nuit, frappe à la porte. Pas de réponse. Il entre, trouve la scène, appelle les secours. Les gendarmes arrivent en moins de 10 minutes. Ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Un cabinet transformé en salle d'expérimentation, un corps sans vie, un médecin agonisant et partout des traces d'un rituel méthodique. Sur le bureau, des dossiers étiquetés au nom de plusieurs patients, certains décédés depuis des années. Dans un tiroir, une clé USB contenant des vidéos, les mêmes que celles découvertes plus tard dans la cave. Et sur un mur, une phrase manuscrite au feutre noir « Le corps ment, la douleur dit la vérité ». Pour les enquêteurs, plus de doute possible. Le crime n'était pas un accident ni une pulsion. C'était l'aboutissement d'un long processus, le résultat d'une logique froide, préméditée. Lambert avait franchi la frontière entre soins et domination, entre curiosité scientifique et cruauté méthodique. Lorsque le médecin est transporté à l'hôpital d'Orléans-la-Source, il est dans un coma profond. Sa survie est incertaine. Les médecins qui le réaniment se retrouvent de face à un confrère devenu sujet d'enquête. Certains refusent de s'occuper de lui, d'autres, plus pragmatiques, assurent leur devoir. C'était étrange, confiera plus tard une infirmière. On soignait un homme qui avait fait de la douleur un instrument. Pendant ce temps, la presse s'empare de l'affaire. Les titres s'enchaînent, le médecin de la souffrance, le docteur du seuil, l'expérience mortelle du Loiret. Les habitants de Meung-sur-Loire sont assiégés par les caméras. On interroge les voisins, les anciens patients, les collègues. Tous décrivent le même homme, discret, poli, passionné de médecine, mais toujours seul. Personne ne comprend comment cet homme respecté a pu dériver si loin. Au SRPJ d'Orléans, l'équipe chargée de l'affaire travaille jour et nuit. Les carnets retrouvés dans la cave deviennent la clé de compréhension. Page après page, Lambert y décrit ses expériences comme une quête spirituelle. Il parle de souffrance rédemptrice, de purification du corps par le stimulus, de lumière du seuil. Son écriture est soignée, presque élégante, mais glaciale dans sa précision. Les enquêteurs découvrent aussi des correspondances électroniques avec un ancien confrère, le docteur André Villiers, neurologue à la retraite. Les échanges, datés de 2004 à 2007, révèlent un ton inquiétant. Lambert, j'ai trouvé des sujets réceptifs. La douleur semble les éveiller. Villiers, tu vas trop loin, Henri ? La frontière n'est pas que médicale. Lambert, justement, c'est là que tout commence. Villiers sera auditionné, bouleversé. Il expliquera avoir rompu tout contact avec son ancien collègue après ces échanges, par peur de ce qu'il devenait. L'autopsie du corps de Raymond Besson confirmera l'horreur. Les marques d'électrodes, les brûlures superficielles, les injections d'anesthésiants. Les experts estiment que Lambert n'a pas cherché à tuer, mais à provoquer un seuil physiologique inédit. Une justification absurde, mais cohérente avec ses notes. Dans les jours qui suivent, la gendarmerie fouille à nouveau sa maison. C'est là qu'il découvre le local dissimulé derrière la cloison du sous-sol, les instruments, les caméras et les premiers carnets secrets. Preuve que l'expérience du 12 novembre n'était pas la première. L'affaire prend alors une dimension nationale. Des équipes de télévision campent devant le cabinet, des spécialistes défilent sur les plateaux. Les débats s'enflamment. Génie dérangé ou bourreau méthodique ? Mais à Meung-sur-Loire, une seule question hante les habitants. Combien étaient-ils avant Raymond ? Le 17 novembre, après 5 jours de coma, Henri Lambert ouvre les yeux. Il respire difficilement, murmure quelques mots à l'infirmière. Il faut les retrouver. Ces paroles, retranscrites dans le rapport, deviennent un mystère à part entière. Retrouver qui ? Des victimes ? Des complices ? Des enregistrements ? Les enquêteurs, désormais convaincus qu'il existe d'autres patients disparus, reprennent les dossiers un à un. C'est le début d'une nouvelle phase, la traque des traces laissées mercer par le médecin dans toute la région. Car derrière cette nuit du 12 novembre, ils pressentent une vérité plus vaste, plus dérangeante encore, celle d'un homme qui peut-être n'a pas seulement franchi la frontière du soin, mais l'a effacée. L'enquête officielle débute le 13 novembre 2012, à l'aube. Le cabinet du docteur Lambert est immédiatement placé sous scellé. Derrière les vitres embuées, les gendarmes du SRPJ d'Orléans s'affairent en silence. Chaque objet, chaque feuille, chaque trace devient une pièce potentielle d'un puzzle qu'il faudra reconstituer mot par mot. Le parquet ouvre une information judiciaire pour acte de torture et violence de volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais très vite, les enquêteurs comprennent que ce dossier dépasse le cadre d'un simple homicide. Sur le bureau du médecin, une dizaine de classeurs trônent parfaitement alignés. Ils contiennent des fiches de suivi, toutes rédigées à la main, classées par année. Les noms, les dates, les mesures y sont consignés avec une précision clinique. Pourtant, certains détails intriguent. Certains patients n'ont pas de numéro de sécurité sociale. D'autres
sont identifiés uniquement par des initiales. Sur les marges, des annotations codées, parfois des symboles, comme si Lambert avait créé son propre langage scientifique. Au fil des jours, les enquêteurs découvrent de l'étendue du système, des dossiers parallèles, des carnets personnels, des enregistrements. Les analyses informatiques révèlent l'existence de disques durs chiffrés cachés dans des fichiers audio ou des images. Le laboratoire de la gendarmerie parvient à en extraire une série de vidéos intitulées « Étude du seuil, phase 1 à 8 ». Sur ces enregistrements, on voit des patients, souvent seuls, branchés à des électrodes sous la supervision du médecin. Lambert leur parle doucement, prend des notes, ajuste les appareils, jamais de cris. Jamais de sang, mais une tension permanente, comme si tout se déroulait au bord d'un précipice invisible. À mesure que les images sont décortiquées, un schéma se dessine. Lambert n'agissait pas dans la folie, mais dans la méthode. Chaque séance était documentée, chaque réaction consignée. Le docteur notait le rythme cardiaque, les expressions faciales, la durée du stimulus. Les psychologues qui analysent son comportement décrivent un homme en quête de contrôle absolu. Il voulait mesurer la douleur comme on mesure une température, dira un expert. Mais derrière cette rigueur, une faille apparaît. Aucune de ces expériences n'a de base scientifique reconnue. Tout repose sur une obsession personnelle, une sorte de dérive mystique maquillée en recherche médicale. Les enquêteurs élargissent alors le périmètre. Ils contactent les hôpitaux de la région, les pharmacies, les anciens confrères. Peu à peu, un réseau de témoignages émerge. Des patients évoquent des consultations particulières, des sensations étranges, des cicatrices qu'ils ne s'expliquaient pas. Certains avaient même cessé de venir sans jamais oser porter plainte. Ils me disaient que la douleur devait être observée, pas évitée, raconte une femme aujourd'hui âgée de 75 ans. Au total, près de 37 anciens patients sont identifiés. 8 d'entre eux sont décédés dans des conditions suspectes entre 2001 et 2011. 3 familles demandent la réouverture des dossiers médicaux. Le 20 novembre, l'enquête prend une tournure décisive. Les gendarmes découvrent dans la maison du médecin un coffre dissimulé sous le plancher du bureau. À l'intérieur, des clés USB, des carnets reliés de cuir et plusieurs disques durs numérotés. L'un d'eux, daté de 2004, contient une série de vidéos tournées dans la cave bien avant la mort de Raymond Besson. Ces enregistrements montrent d'autres visages. Parmi eux, 2 patients identifiés comme Jeanne Roussel et Paul Gervais, tous 2 décédés depuis plusieurs années. Les vidéos sont courtes, entrecoupées de commentaires, dictés par la voix calme de Lambert. Phase 3, exposition prolongée, sujet réceptif. L'esprit semble se détacher, ces mots, prononcés sans émotion, glacent les enquêteurs. Ils comprennent que Lambert ne cherchait plus à soigner. Il cherchait à provoquer une expérience qu'il considérait comme transcendante. Au SRPJ, les experts médico-légaux reprennent un à un les certificats de décès signés par le praticien. Sur plus d'une centaine, 9 posent questions. Les causes indiquées, embolie, arrêt cardiaque, syncope, apparaissent génériques. Aucune autopsie n'avait été demandée. Les enquêteurs soupçonnent désormais une série de morts dissimulées sous couvert de médecine. Le procureur d'Orléans convoque une conférence de presse. Devant les caméras, il annonce « Nous disposons d'éléments laissant penser que le docteur Lambert a mené des expérimentations sur plusieurs patients, sans cadre légal ni consentement éclairé. L'affaire dépasse désormais le cadre d'un homicide isolé. La phrase tombe comme un coup de tonnerre. Le nom de Lambert devient synonyme de scandale national. Les plateaux de télévision débattent du médecin du seuil. Des experts s'affrontent. Certains y voient un esprit malade, d'autres un savant dérangé par son propre génie. Mais au fond, personne ne comprend vraiment ce qui l'a poussé à franchir cette ligne. Pendant ce temps, Lambert reste hospitalisé sous surveillance policière. Lorsqu'il peut enfin parler, les enquêteurs l'interrogent. Il n'exprime ni colère ni peur, ses réponses de son calme, détaché. Ce que j'ai fait, dit-il, n'était pas de la cruauté. C'était une étude. Je voulais comprendre la douleur pour la neutraliser. Le corps ment, mais la douleur, elle, ne triche pas. Les gendarmes lui présentent les vidéos. Il ne nie pas. Il regarde l'écran sans émotion et murmure « Ils savaient, tous savaient. Je leur ai toujours dit ce que je faisais. » Mais aucun des survivants n'a confirmé avoir donné un consentement clair. Au contraire, plusieurs racontent avoir été pris au piège de sa parole d'autorité. Le psychiatre chargé de son expertise le décrit comme un homme convaincu de son innocence morale, incapable de percevoir la souffrance qu'il inflige. Lambert ne se vit pas comme un tortionnaire. Dans son esprit, il expérimente pour le bien. À Meung-sur-Loire, la vie s'arrête. Le cabinet muré devient un lieu de curiosité morbide. Les habitants, qui l'avaient admiré, se taisent désormais quand son nom est prononcé. Dans les cafés, les conversations tournent court. On ne savait pas. On l'aimait bien, c'est ça le pire.
Certains anciens patients, rongés par le doute, demandent une expertise médicale. D'autres, incapables d'affronter l'idée, refusent d'en parler. Une femme dira à la télévision, les larmes aux yeux, « Il m'a peut-être fait du mal, mais je ne veux pas le savoir. Je préfère garder l'image du docteur qui m'a soigné. » Les enquêteurs, eux, continuent de creuser. Les prélèvements ADN effectués dans la cave révèlent des traces appartenant à au moins 6 personnes différentes. Certaines correspondent à des patients identifiés, d'autres restent inconnus. Les recherches s'étendent à d'autres régions, des hôpitaux où Lambert aurait exercé dans sa jeunesse, des cliniques où il aurait participé à des stages. Un fil rouge apparaît. Chaque lieu où il a travaillé laisse derrière lui une trace de plaintes informelles, de malaise ressentis par les patients, jamais formalisés. Au total, l'enquête mobilise plus de 50 gendarmes, 2 magistrats, 3 experts en criminologie et 4 médecins légistes. Leur objectif ? Établir si Henri Lambert a agi seul ou si d'autres praticiens ont pu être au courant de ses pratiques. Une hypothèse encore fragile, mais que les correspondances retrouvées délaissent entrevoir. À mesure que les mois passent, le dossier s'épaissit. Des schémas, des rapports, des transcriptions s'accumulent. Lambert, lui, reste enfermé dans sa chambre d'hôpital, en détention provisoire sous surveillance médicale. Il écrit toujours, sur de petites feuilles, des phrases décousues. Le seuil n'est pas atteint. Il reste des témoins. La douleur libère ceux qui l'acceptent. Ces mots, toujours empreints de la même froideur mystique, continuent d'alimenter la fascination malsaine autour de lui. Certains journalistes parlent d'un cas d'école, d'un Frankenstein moderne, d'autres d'un homme prisonnier de son obsession scientifique. Mais pour les familles puis de victimes, il ne s'agit pas de science. Il s'agit de leurs proches, de vies détruites, de douleurs imposées sans explication. Et lorsque le procureur annonce la tenue prochaine d'un procès hors norme, la France entière se prépare à plonger dans les zones les plus sombres de l'âme humaine. Car pour la première fois, Henri Lambert va devoir entendre ce que les autres ont ressenti et affronter la vérité de ceux qu'il prétendait comprendre. L'hiver 2013 s'installe lentement sur le Loiret. Les volets du cabinet de Meung-sur-Loire restent clos, scellés par la justice. Dans les rues, le nom du docteur Lambert n'est plus prononcé à voix haute. Mais à Orléans, dans les bureaux du SRPJ, l'affaire continue d'occuper des dizaines d'enquêteurs. Et ce que leurs analyses révèlent, semaine après semaine, dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Les experts médico-légaux publient leurs premiers rapports d'exhumation. Sur les 8 corps réexaminés, 4 présentent des traces de stimulation électrique post-mortem, impossibles à justifier médicalement. Sur d'autres, on découvre des résidus de produits anesthésiants absents des prescriptions officielles. Tous ces éléments convergent. Lambert pratiquait des procédures expérimentales sans en informer ses patients et souvent hors de tout cadre légal. Mais ce n'est pas tout. Les informaticiens de la gendarmerie parviennent à décrypter un disque dur que Lambert avait chiffré avec soin. À l'intérieur, un dossier intitulé « Observation finale S ». On y trouve des notes rédigées au format journal, date, heure, observation physiologique. Et entre les paragraphes, des phrases courtes, troublantes, presque poétiques. La douleur est un langage que peu savent écouter. Le corps s'abandonne quand l'esprit comprend. Besson, sujet idéal, a frôlé la lumière. Ces notes, croisées avec les enregistrements audio, permettent de reconstituer plus précisément les derniers mois avant le drame. Lambert avait planifié une phase terminale de son projet. Son objectif ? Mesurer l'instant de bascule, ce moment où la douleur cesse d'être perçue comme telle et devient, selon lui, une forme de libération. C'est ce qu'il appelait le seuil. En janvier 2013, Lambert est transféré dans une unité psychiatrique sécurisée. Il a retrouvé la parole mais reste faible. Les enquêteurs obtiennent enfin l'autorisation de l'interroger plus longuement. Dans la salle d'audition, un psychiatre est présent. Le médecin, vêtu d'un pyjama d'hôpital, garde un ton calme, presque professoral. Lorsqu'on lui parle de ses victimes, il ne manifeste ni émotion ni remords. « Je ne voulais pas les tuer, dit-il, je voulais les comprendre. » Ils étaient volontaires, même s'ils ne le savaient pas encore. Les enquêteurs insistent. Il admet avoir mené des expériences sensorielles sur plusieurs patients, parfois depuis plus de 10 ans. « J'ai franchi les limites, oui. Mais qui décide de la limite? Ceux qui ont peur de la franchir ?» Lorsqu'on évoque Raymond Besson, il se tait un moment, puis murmure. Il avait compris. Il était prêt. Pour le capitaine chargé du dossier, cette phrase est le véritable aveu. Pas un aveu de culpabilité, mais la reconnaissance implicite d'un acte voulu, assumé, inscrit dans une logique personnelle. Lambert ne mentait pas, expliquera-t-il plus tard. Il vivait dans une réalité parallèle où la douleur était une expérience à atteindre.
Pendant ce temps, de nouvelles découvertes viennent renforcer l'accusation. Dans les sous-sols de l'hôpital de Tours, où Lambert avait effectué son internat dans les années 1970, les archives révèlent qu'il avait déjà été signalé pour des expériences non autorisées sur des volontaires étudiants. Aucune sanction à l'époque, faute de preuves, le rapport avait été classé. Mais ce document, exhumé 40 ans plus tard, montre que la dérive de Lambert ne date pas d'hier. C'était une pente lente, patiente, dissimulée sous les apparences d'une passion médicale. Les psychiatres qui l'analysent parlent d'un trouble obsessionnel paranoïde à rationalisation intellectuelle. Un profil rare, un homme intelligent, lucide, mais prisonnier d'un raisonnement détourné par sa propre logique. Il n'était pas fou, commente un expert. Il était convaincu d'avoir raison, c'est pire, les familles ayant des victimes, elles, commencent à se regrouper. Une association se crée, Vérité et Justice pour les patients du Loiret. Son objectif, faire reconnaître chaque victime comme partie civile. Les témoignages affluent, souvent empreints de honte, de peur, de culpabilité. On l'aimait, on lui faisait confiance. Il disait qu'il savait ce qu'il faisait. Alors, on obéissait, raconte une ancienne patiente, la voix tremblante. Une autre ajoute « Je me souviens du bruit des appareils, du froid sur ma peau. Il me disait « Respirez, tout va bien. » J'ai cru mourir. » Ces paroles brisent le silence qui entourait jusque-là l'affaire. Le pays découvre, stupéfait, l'existence d'un praticien qui, pendant des années, a transformé la douleur humaine en objet d'étude privée. Dans les bureaux du parquet, les magistrats rassemblent les pièces du dossier. Plus de 1800 pages d'actes, de rapports, de transcriptions. Les vidéos sont classées comme pièces à conviction. Certaines sont si dérangeantes que leur diffusion est de strictement interdite, même aux parties civiles. Un enquêteur confie « On n'y voit pas de violence gratuite. C'est pire, on y voit la banalité du mal, la froideur d'un homme convaincu de bien faire. » Les experts psychiatres recommandent le renvoi de Lambert devant les assises. Mais le débat s'annonce complexe. Est-il pénalement responsable ou atteint d'un trouble mental altérant son discernement? Cette question divise profondément la société. Les uns réclament un procès exemplaire, symbole d'une trahison de la médecine. Les autres estiment qu'il n'a plus la capacité morale d'être jugé. En mars 2014, après des mois d'instruction, le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'Henri Lambert pour acte de torture et violence involontaire, ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur personne vulnérable. L'annonce est relayée par toutes les chaînes. À Meung-sur-Loire, certains pleurent, d'autres se murent dans le silence. Le village ne sera plus jamais le même. Lambert, informé de la décision, reste impassible. Il demande simplement un cahier et un stylo. Les surveillants le voient enfin écrire des pages entières, sans pause, sans regard pour le monde extérieur. Lorsqu'il confisque les feuillets pour vérification, il découvre des dizaines de phrases identiques, répétées comme une prière. La douleur purifie, la douleur révèle, la douleur sauve. Ces écrits seront ajoutés au dossier psychiatrique, renforçant la thèse d'une dérive mentale irrécupérable. Pour les familles, ces mots sonnent comme une insulte, mais pour les enquêteurs, ils confirment une chose. Lambert ne regrette rien. Il se perçoit toujours comme un pionnier incompris, victime de son époque, sacrifié sur l'autel de la morale sociale. Un magistrat résumera la situation ainsi. Ce qui rend cette affaire si effrayante, ce n'est pas la barbarie, c'est la logique. Lambert n'a jamais perdu la raison. Il a simplement perdu l'humanité. Et lorsque le procès est enfin fixé, prévu pour le printemps 2015, la tension devient palpable. Les médias se préparent à couvrir un événement inédit, le face-à-face entre un médecin déchu et les survivants de ses expériences. Un procès où la science, la morale et la douleur allaient se croiser sur un même banc. Dans sa cellule, Lambert écrit encore. Sur la dernière page saisie par les gardiens, une seule phrase « Le seuil n'est pas une fin, c'est un passage ». Le 2 mars 2015, la cour d'assises du Loiret ouvre ses portes sous un ciel gris et lourd. Dès l'aube, les abords du palais de justice d'Orléans sont envahis par les journalistes. Les caméras s'alignent derrière les barrières, les micros tendus vers la foule silencieuse. À l'intérieur, l'atmosphère est oppressante. Un silence presque religieux s'installe lorsque les gardes font entrer Henri Lambert dans le box des accusés. Il a vieilli, sa barbe grisonnante, ses épaules affaissées, son regard vide. Mais malgré son apparence fragile, quelque chose d'implacable persiste en lui. Il s'assied lentement, ajuste ses lunettes, regarde la salle sans un mot. Face à lui, dans les premiers rangs, les familles des victimes. Certains le fixent avec haine, d'autres détournent les yeux. Le président du tribunal ouvre l'audience d'une voix solennelle. « Docteur Henri Lambert, vous comparaissez pour acte de torture et violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur plusieurs de vos patients. Que répondez-vous à ces accusations ?» Lambert relève la tête. Sa voix est calme, presque douce. « Je ne nie pas les faits, mais je ne les qualifierai pas ainsi. Je n'ai jamais voulu faire souffrir. J'ai cherché à comprendre. » Un murmure parcourt la salle.
Certains se lèvent, d'autres pleurent. Les avocats des parties civiles protestent. Comprendre? Il a tué. Le président fait signe de se taire. Le procès peut commencer. Pendant 3 semaines, les audiences se succèdent, denses, parfois insoutenables. Les experts, les témoins, les anciens patients défilent à la barre. Chacun apporte un fragment de vérité. Une ancienne infirmière raconte les bruits étranges, les odeurs métalliques, les horaires inhabituels. Un patient survivant, la voix brisée, évoque les séances de thérapie expérimentale. Il me disait de respirer, que la douleur devait me libérer, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Je n'étais plus un patient, j'étais un sujet. Un silence s'installe après son témoignage, même les journalistes cessent de taper sur leur clavier. Le président prend une pause. Dans la salle, on n'entend plus que le bruit des respirations retenues. Les experts médico-légaux prennent ensuite la parole. Leur rapport, précis et glaçant, établit sans ambiguïté que plusieurs patients sont morts à la suite de manipulations électriques non médicales. L'un d'eux résume froidement « Le docteur Lambert a utilisé la douleur comme un outil. Il a franchi les limites de l'éthique médicale pour poursuivre une idée fixe. Les psychiatres, chargés de son évaluation, sont appelés à témoigner. Leurs conclusions divisent. Lambert était conscient de ses actes, mais incapable d'en mesurer la portée morale. Il savait ce qu'il faisait, mais croyait sincèrement bien faire. C'est un cas d'égarement intellectuel, pas de folie. La défense tente de plaider l'altération du discernement. Son avocat, maître Duvernier, insiste sur le passé irréprochable du médecin, son absence d'antécédents, son isolement progressif. Henri Lambert n'est pas un monstre. C'est un homme qui s'est perdu dans son savoir. La société doit le juger, oui, mais aussi comprendre comment elle l'a laissé glisser. Mais face à lui, les voix des victimes résonnent avec une intensité que rien ne peut atténuer. Une femme âgée se lève, soutenue par sa fille. Elle tremble, regarde l'accusé droit dans les yeux. « Vous m'avez dit que la douleur guérissait, j'ai cru en vous, et vous m'avez volé 10 ans de ma vie. » Lambert baisse la tête, aucune larme, aucun mot. Le silence de cet homme en dit plus que n'importe quelle défense. Les journées d'audience s'enchaînent, rythmées saisies par la lecture de ses carnets. Chaque phrase, chaque observation scientifique devient une preuve de sa dérive. Sur grand écran, la cour découvre des extraits de ses notes. L'humain résiste par peur, non par souffrance. Le seuil est le miroir de la vérité. Certains méritent d'aller jusqu'au bout, des mots secs, méthodiques, qui figent l'assemblée. L'un des jurés détourne le regard. Une journaliste sanglote discrètement. Le président reprend « Vous parlez de vos patients comme d'expérience. Les avez-vous seulement considérés comme des êtres humains ?» Lambert, d'une voix basse, « La douleur révèle ce que les mots cachent. Ils voulaient être compris. Moi, je les ai écoutés. » Cette phrase, enregistrée dans le procès-verbal, marquera le point culminant de l'audience. À cet instant, tout doute disparaît. L'homme n'a jamais perçu la souffrance autrement que comme une donnée. Le 24 mars 2015, après 15 heures de délibération, la Cour rend son verdict. Henri Lambert est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le président prononce une peine de 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Aucune circonstance atténuante n'est retenue. À l'énoncé du jugement, un silence glacial s'abat dans la salle, puis des sanglots éclatent. Certaines familles en s'enlacent, d'autres restent immobiles, comme si la justice ne pouvait suffire à réparer. Lambert, lui, ne bronche pas. Il regarde droit devant lui, le visage impassible, avant de murmurer « Je ne regrette pas d'avoir cherché, je regrette seulement que personne n'ait compris ». Des cris éclatent dans la salle. « Monstre! Assassin! Vous avez détruit nos vies !» Les gardes l'escortent rapidement hors du box, tandis que les journalistes se ruent vers les couloirs. Sur le perron, les caméras captent les visages fatigués, les larmes, la colère mêlée à la lassitude. Un titre s'impose dans les journaux du lendemain. Le docteur du Seuil condamné, la douleur n'était qu'un mensonge. Mais au-delà du verdict, une question demeure. Comment un tel drame a-t-il pu durer si longtemps sans alerte? Durant le procès, plusieurs témoins institutionnels ont reconnu leurs failles. Les autorités médicales locales, la caisse d'assurance maladie, le conseil de l'ordre. Chacun a, à un moment donné, remarqué une anomalie, une rumeur, une plainte. Aucun n'a voulu voir le danger. Le système a protégé Lambert plus qu'il n'a protégé ses patients, admettra un représentant de l'ordre des médecins. Le procès se clôt sur cette amertume. Un homme condamné, mais une responsabilité collective partagée. Après l'audience, les familles sortent lentement du tribunal, certaines déposent des fleurs devant les grilles. Une femme murmure « Ce n'est pas la justice qui soulage, c'est de savoir qu'il ne fera plus de mal à personne. » Henri Lambert est transféré à la prison de Fresnes, dans une unité médicale spécialisée. Là, il passe ses journées à écrire, à lire, à classer ses anciens écrits. Il refuse toute interview, toute visite médiatique. Le personnel pénitentiaire décrit un détenu calme, méthodique, obsédé par ses carnets. Chaque soir, avant d'éteindre la lumière, il répète à voix basse la même phrase « La douleur dit la vérité ».
Pour les familles, cette vérité restera à jamais incomplète, car si la justice a condamné l'homme, elle n'a pas pu effacer l'incompréhension qu'il laisse derrière lui, celle d'un médecin qui, sous prétexte de soulager, a fait de la souffrance une expérience et du corps humain un terrain d'observation. Et tandis que le tribunal d'Orléans se vide, une dernière image demeure, celle d'un homme vieillissant, enfermé dans sa propre croyance, convaincu jusqu'au bout que la douleur pouvait guérir. Mais pour ceux qui l'ont croisée, elle n'a fait que détruire. 10 ans ont passé depuis la nuit du drame. À Meung-sur-Loire, le cabinet du docteur Lambert n'existe plus. La petite maison au volet bleu a été vendue, rénovée, repeinte d'un beige clair. Les nouveaux propriétaires ont abattu la cloison du bureau, refait le sol, changé les vitres. Mais pour les habitants, rien n'a vraiment disparu. Quand je passe devant, j'ai encore l'impression d'entendre le silence de cette nuit-là, confie une vieille dame, le regard perdu dans la rue désormais paisible. Le souvenir du docteur du Seuil plane toujours comme une ombre. Les habitants ont tenté d'oublier, de tourner la page. Mais chaque automne, à la date du 12 novembre, des bougies apparaissent discrètement sur le trottoir devant l'ancienne porte du cabinet. Sans mots, sans pancarte. Juste la mémoire silencieuse d'un village qui a vu l'impensable. Pour les familles des victimes, le temps n'a pas apaisé la douleur. Beaucoup vivent encore avec des séquelles invisibles. La méfiance envers les médecins, la peur de consulter, la culpabilité d'avoir cru en lui. On ne se remet pas de ça, dit Marie Besson, la fille de Raymond. On apprend à vivre avec. Elle garde dans une boîte les lettres de son père, les comptes rendus médicaux, les articles de presse. Elle les relit parfois, non pour comprendre, mais pour ne pas oublier. L'association Vérité et Justice pour les patients du Loiret poursuit son travail. Elle milite pour une meilleure surveillance des praticiens isolés pour que jamais un cas similaire ne puisse se reproduire. Grâce à leurs efforts, la législation sur le suivi des actes médicaux expérimentaux a été renforcée. Depuis 2017, tout protocole de soins non conventionnels doit être déclaré et validé par une commission indépendante. Une victoire amère, mais nécessaire. Dans les écoles de médecine, le nom d'Henri Lambert est désormais cité comme un cas d'école. Pas pour ses recherches, mais comme un symbole, celui du glissement imperceptible entre science et dérive morale. Lors des cours d'éthique, on évoque l'affaire du Loiret comme une mise en garde. Le danger ne vient pas toujours de la cruauté, expliquera un professeur à ses étudiants. Il vient parfois de la conviction d'avoir raison. Dans les conférences liées sur la déontologie médicale, son visage apparaît parfois sur les diapositives celui d'un homme au regard calme, presque banal, derrière ses lunettes dorées. Un visage qui ne dit rien de la folie froide qui l'abritait. En prison, Henri Lambert n'a jamais parlé à la presse. Il vit dans l'unité psychiatrique de la maison d'arrêt de Fresnes, coupée du monde extérieur. Selon le personnel, il passe ses journées à écrire, à recopier les mêmes phrases encore et encore. Son écriture, régulière, précise, tapisse des cahiers entiers. Les psychiatres les conservent sous scellés, comme un écho figé de sa logique déviante. Sur l'une des dernières pages saisies, on lit « La science m'a guidé, la peur les a perdus ». Les surveillants disent bien sûr qu'ils parlent parfois seuls, à voix basse, toujours des mots sur la douleur, sur le seuil, sur la vérité. Il ne reçoit plus de courrier, ni visite. Même son ex-femme, Anne, n'a jamais repris contact. Il a détruit tout ce qu'il touchait. Même nos souvenirs, dira-t-elle dans un rare témoignage. Pour les habitants du Loiret, l'affaire Lambert restera à jamais une cicatrice. Elle a laissé derrière elle une méfiance diffuse, un silence dans les salles d'attente, un doute dans les regards. Mais elle a aussi provoqué une prise de conscience, celle de l'importance de la vigilance, de la parole, du signalement. Dans les formations de gendarmerie, on cite souvent l'enquête du SRPJ d'Orléans comme un modèle de minutie et de persévérance. Une enquête où, malgré la froideur des faits, les enquêteurs ont dû apprendre à regarder l'inimaginable sans cesser d'écouter l'humain. Le capitaine Morel, aujourd'hui à la retraite, en parle encore avec pudeur. « Ce dossier m'a changé. On croit connaître la nature humaine, et puis on tombe sur un homme comme Lambert. Tout s'effondre. La folie, ce n'est pas toujours le chaos. Parfois, c'est une logique impeccable. 10 ans plus tard, le nom de Raymond Besson, lui, figure sur une stèle installée au cimetière communal à quelques pas de la Loire. Autour de son nom, celui des autres victimes présumées, gravé dans la pierre. Chaque 12 novembre, leurs familles se réunissent dans un silence respectueux. Aucune cérémonie officielle, pas de discours. Seulement quelques fleurs et le bruit du vent dans les arbres. Une prière muette pour ceux qui, en cherchant à guérir, ont trouvé la mort dans la lumière froide d'un cabinet médical. Pour les journalistes qui ont couvert l'affaire, une seule phrase résume l'ensemble. Ce n'était pas une histoire de meurtre, c'était une histoire de foi dévoyée. Car Henri Lambert n'a jamais agi dans la rage ni dans le chaos. Il a tué avec méthode, convaincu de bien faire, enfermé dans une idée devenue déraison. Et c'est peut-être là, plus que dans la cruauté, que réside la véritable horreur.
L'affaire du Loiret restera gravée dans la mémoire collective comme celle d'un homme qui voulait comprendre la douleur et qui, en la poursuivant, a perdu toute humanité. Un rappel tragique que même la science, quand elle oublie la compassion, peut devenir un instrument de destruction. Aujourd'hui encore, quand le vent d'hiver souffle sur la Loire, certains habitants disent entendre un léger bourdonnement semblable à celui des appareils du docteur Lambert. Ils n'y croient pas vraiment, mais personne n'en parle trop fort. Peut-être parce qu'au fond, ils savent qu'une part de ce mystère ne s'éteindra jamais. Et qu'au-delà du temps et des murs, la voix calme du médecin résonne encore quelque part. Respirez. La douleur dit la vérité.